Bonjour Luc Ferry. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur notre antenne. Comment expliquez-vous cette petite phrase de François Fillon que vous connaissez bien et que vous appréciez ? Écoutez, franchement, je crois qu'on fait d'un petit battement de cils une affaire d'État, ou presque. Ça me fait toujours rigoler. Non, c'est un effet direct du fait que Nicolas Sarkozy ait choisi, ce qui est assez étrange, c'est son choix, c'est bizarre, c'est vrai, d'annoncer un remaniement 3 mois. Des semaines à l'avance, ouais. Voilà. Et donc, du coup, tout le monde s'interroge. Et dans ce contexte-là, la moindre petite phrase prend une importance considérable, du moins aux yeux de ceux qui s'intéressent au remaniement ministériel. Mais je vous préviens tout de suite, le remaniement ministériel, ça intéressera la presse pendant 24 heures. Les Français pendant 1h30, et encore j'en suis pas certain, et je crois que ça passera inaperçu extrêmement rapidement. Cela dit, moi en effet je connais bien François Fillon, je n'ai jamais vu un Premier ministre aussi loyal. Je pourrais vous raconter quelques anecdotes, je le ferai pour micro, ce serait indécent, mais d'autres Premiers ministres qui parlaient du président de la République, de leur président de la République, en d'autres termes, qui étaient autrement plus violents. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Luc Ferry, parce que vous les connaissez bien, et le président de la République et le Premier ministre, que d'une certaine manière, il lui vole l'annonce de son départ? C'est à qui? Non, pas du tout, parce que vous avez deux... Enfin, si on va le réécouter, François Fillon. Oui, puis, allez-y, si François Fillon, donc, c'était sur France 2, Laurent Delahousse. Vous écoutez. Avec Nicolas Sarkozy, notre histoire, c'est l'histoire d'une alliance. J'ai accepté, j'ai choisi de le soutenir et de faire alliance avec lui, parce qu'il m'a semblé que c'était le meilleur candidat pour gagner les élections présidentielles. Je pense que je ne me suis d'ailleurs pas trompé. Donc Nicolas Sarkozy n'a jamais été mon mentor. J'ai fait alliance avec lui, j'ai choisi de l'aider à être président de la République, et je m'en félicite tous les jours. Voilà, puis il y a eu des petites phrases sur la différence de style aussi. Alors, Libération ce matin écrit, c'est la revanche de celui qui était traité il y a encore quelques mois de collaborateur. Est-ce que vous considérez qu'il y a quand même un fond de vrai dans tout ça? Non, je crois que Fillon a toujours pensé en lui-même et dit à tous ceux qui voulaient l'écouter qu'il n'était pas un collaborateur ou un disciple du président de la République. Tout le monde sait qu'il a été disciple en revanche de Philippe Séguin, qui était, alors pour le coup, peut-être son mentor quand il était plus jeune, mais il a toujours dit que c'était un choix rationnel, non pas un mariage d'amour, mais un mariage de raison. D'ailleurs, il a toujours dit que quand on l'avait viré du gouvernement, il devenait le meilleur allié du prochain président qui ferait la campagne de Nicolas Sarkozy. Donc souvenez-vous, c'est ce qu'il a annoncé quand il a quitté le gouvernement en 2005, 2006. Et c'est vrai qu'il se place non pas en collaborateur, mais en allié et presque en égal du président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous qu'il pourrait être candidat au présidentiel? Pardon? Non, qu'il pourrait être candidat au présidentiel? Non, est-ce qu'il pourrait? D'abord, s'il l'était, je pense que ça réjouirait une très grande partie de la droite, entre autres, mais je pense que c'est pas son souhait, c'est guère possible, c'est guère imaginable en ce moment. Mais je pense que, en revanche, le fait que François Fillon, en étant parfaitement loyal avec le président de la République, marque en effet son autonomie, tout simplement, c'est même pas sa divergence, c'est son autonomie. Ça peut plutôt rendre service au président de la République. Il a intérêt à avoir un Premier ministre qui soit pas une ombre. Il y a une question simple que vous lui poserez. Je dirais, mais monsieur Bayrou, si vous n'êtes pas au second tour de l'élection présidentielle, pour qui vous votez? Posez-lui la question. Voilà le point de vue d'Hervé Morin, ministre de la Défense, qui lui aussi devrait partir. Mais Hervé Morin me fait rigoler, parce qu'il a trahi Bayrou et il est en train de trahir Sarkozy. C'est une belle histoire. Mais c'est absurde, on peut pas... Enfin, qu'il veuille exister, c'est pas absurde, c'est son droit, et cet homme est sûrement estimable, il a bien le droit de faire ça. Mais enfin, la trahison n'est pas un cap politique, une boussole absolument indispensable dans l'existence. Et par ailleurs, il ne peut pas prétendre incarner le centre en étant ministre de Sarkozy. Il y a quand même des limites à l'imposture. On peut reprocher 1000 choses à Bayrou si on veut. Mais enfin, Bayrou, il a quand même eu le courage de dire non. Il aurait pu très bien être Premier ministre, être ministre, avoir des postes dans la République, il a dit non, et c'est vrai qu'on peut pas lui reprocher ça, il incarne le centre, bon, mais c'est pas les gens qui sont au gouvernement de Sarkozy aujourd'hui qui peuvent prétendre incarner le centre. Il faut quand même avoir un peu de décence dans la vie, un peu de rigueur intellectuelle de temps en temps. On sort justement de la politique, vous publiez chez Plon un grand livre intitulé La Révolution de l'amour, c'est un sujet qui nous éloigne de la politique. Qui nous éloigne de la politique et qui nous rapproche de la vie privée. Alors avant de parler du livre, il y a une sorte de glissement, mais qui est assumé depuis des mois, voire des années. Je parle de l'auteur Luc Ferry, qui est justement de sortir de la sphère publique pour montrer que l'important se déroule dans la sphère privée.
Oui, et je pense que les révolutions de la sphère privée, notamment ce que j'appelle la révolution de l'amour, c'est-à-dire cet événement absolument gigantesque et magnifique et passionnant historiquement, qui est l'invention du mariage d'amour. Ce que les historiens, vous êtes historien Guillaume, vous le savez, les historiens du Moyen-Âge, pas seulement Philippe Ariès, mais beaucoup d'autres ont commencé à décrire. Je pense que cet événement qui bouleverse la vie privée des Européens, car c'est un événement d'abord européen, l'invention du mariage choisi, l'invention du mariage d'amour, va bouleverser aussi la sphère politique. En gros, dans la littérature, on voit apparaître ça pour la France déjà dans les pièces de Molière. Souvenez-vous, dans l'Avare, dans Le Malade imaginaire, on voit les jeunes gens qui demandent à se marier et non pas à être mariés, du coup à se marier par amour et non pas à être mariés de force avec un vieux barbon comme l'Avare. Mais le mariage d'amour va vraiment être victorieux, il va l'emporter sur le mariage arrangé seulement à partir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc c'est une césure très très longue en fait. C'est une très longue césure. C'est très intéressant parce que c'est une révolution qui commencera dans les classes populaires. Quand j'étais enfant, encore dans un milieu très bourgeois, on ne se mariait pas sans l'autorisation du père de famille, ça ne se faisait pas, ou alors c'était vraiment un coup de force. Et au fond, le mariage choisi par les enfants, il va être quelque chose de très récent. Il aura deux conséquences qui sont abyssales. L'invention du divorce, la loi sur le divorce, c'est 1884, la loi Naquet. Mais au fond, regardez nos hommes politiques, ils ne divorceront vraiment. Au fond, Nicolas Sarkozy, c'est le premier. Voilà. Et c'est le premier probablement à avoir ce qu'on appelle un mariage d'amour, à proprement parler. C'est-à-dire le mariage d'amour, c'est le mariage qui est conçu par amour et pour l'épanouissement de l'amour. Et qui est assumé. Et qui est assumé comme tel. Et puis il y aura une deuxième conséquence, c'est comment dire, un amour des enfants. Au Moyen-Âge, on n'aime pas les enfants. Le Petit Poucet est une histoire vraie. 30% des enfants sont abandonnés. Il y aura un amour des enfants qui va complètement bouleverser la politique aussi, c'est-à-dire la sphère publique, et notamment avec l'apparition d'une problématique qui est la problématique des générations futures, c'est-à-dire la problématique quel monde, nous les adultes, allons-nous laisser à nos enfants, et pas simplement la révolution ou la gloire de l'Empire ou de la nation. Vous voyez, il y a là une vraie rupture aussi sur le plan politique, et c'est cette évolution de la vie privée qui bouleverse la vie politique qui me passionne aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a, par exemple, si ceux qui nous écoutent ont envie vraiment de s'amuser, je leur donne un conseil de lecture, c'est de lire cette petite nouvelle de Maupassant qu'on trouve dans la collection bouquins qui s'appelle Jadis, et qui est une conversation entre une grand-mère qui vit encore dans le mariage arrangé, dans le mariage de l'Ancien Régime, le mariage qui n'a aucun rapport avec l'amour, et elle parle avec sa petite fille qui, elle, est évidemment déjà une moderne, elle est dans le mariage choisi, dans le mariage d'amour, et la grand-mère lui dit très exactement ceci, mot pour mot, elle lui dit « Mais ma petite fille, tu es folle, le mariage n'a aucun rapport avec l'amour. La preuve, c'est qu'on se marie une fois quand on est des gens bien, mais on aime 20 fois. » Elle l'encourage vivement au libertinage, c'est la grand-mère qui est pour le libertinage, et la petite fille qui est scandalisée parce qu'elle est dans le mariage d'amour. Il y a évidemment toute cette histoire dans la littérature qui est absolument passionnante et que j'ai voulu raconter dans ce livre. Jamais les valeurs de la famille n'ont été aussi prisées qu'aujourd'hui. Simplement, quand vous fondez la famille sur le sentiment et sur l'amour, vous la fondez sur quelque chose qui est fragile et qui peut se casser, qui peut changer. Donc les valeurs de la famille sont plus fortes que jamais, et au paradoxe, en effet, on divorce beaucoup. Voilà ce qu'il faut penser, et je pense que, évidemment, ça va révolutionner aussi la culture, les arts qui vous passionnent, je le sais Guillaume, mais aussi la vie politique. Parce que dans des démocraties d'opinion, les grands bouleversements, les grandes révolutions de la vie privée ont évidemment des impacts sur le collectif qui sont très puissants.